Voici une brève histoire de l'autisme. Sa paternité revient à Léo Kanner, voici, qui décrivit chez 11 enfants d'intelligence normale, et cela pour la première fois sur le plan international et dans les articles, les troubles autistiques du contact affectif, dans un article en 1943. Alors que ces enfants présentaient des troubles différents, Kanner va observer chez tous un repli sur soi, qu'il va dénommer autisme, et qui va s'exprimer dans différents domaines. Le domaine de la relation aux autres, donc un domaine affectif de la relation aux autres, un domaine affectif dans la communication verbale, et aussi un domaine affectif dans le temps. Ils ont besoin de ne pas être dérangés, de ne subir aucun changement, une immuabilité comme il va dire. Ces enfants vont donc présenter un repli dans la relation à la communication, et là on voit un enfant qui ne regarde pas son père. Ce n'est pas un signe pathognomonique, mais on voit bien que le père tente de rentrer en communication avec lui, et l'enfant ne le regarde presque pas, ne s'intéresse pas du tout à lui. Il a beaucoup de mal à rentrer en contact avec cet enfant. C'est un document que j'ai trouvé sur YouTube d'un papa, et je vais vous montrer un autre document vidéo de lui, où là on voit des comportements stéréotypés de cet enfant, qui aligne pour jouer ces petits objets dans la salle de bain. Et comme Kanner a montré, en tout cas a observé en fait chez ses enfants, il voit aussi des comportements répétitifs, stéréotypés, ainsi que des réactions fortes au bruit notamment, ou à d'autres stimulations, mais là en l'occurrence c'était au bruit, et une mémoire étonnante, quasiment comme un ordinateur. Pour décrire donc cet état commun de repli, il va utiliser le mot d'autisme, et donc utiliser en fait un symptôme remarqué par Eugène Bleuler dans la schizophrénie 30 ans auparavant. L'autisme, bien entendu, n'est pas la schizophrénie, et pour autant, puisque Kanner va utiliser ce symptôme, ce nom, pour dénommer son syndrome observé, la confusion va perdurer jusqu'aux années 80. Alors, pourquoi cette confusion? Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a déjà ce symptôme, et pourtant il y a bien une différence précoce avec la schizophrénie que Kanner remarque, et des propos malheureux de Kanner qui vont être réutilisés par le courant psychanalytique, puisque Kanner, alors que sa démarche est plutôt d'observation et aussi de comprendre, peut-être sur un plan non seul plutôt biologique, ce trouble qu'il pense, qu'il suspecte être biologique et d'origine génétique. Il note fréquemment une froideur affective chez les deux parents, avec une éducation très intellectualisée, et il va avoir des propos malheureux comme mère frigidaire. L'origine reste obscure à l'époque, et encore aujourd'hui nous avons des hypothèses, mais quand même aussi beaucoup d'informations. Oups. Donc je reviens sur la psychanalyse, ça a bugué, c'est assez amusant. Donc les psychanalystes sont en faveur, eux, d'une origine acquise des troubles mentaux de l'enfant, et ils vont voir dans les propos concernant cette froideur affective parentale des indices expliquant ce repli massif. Ça va être utilisé par plusieurs penseurs, il y a Spitz et d'autres, et Bettelheim, qui est très médiatisé et qui va pousser l'interprétation à son paroxysme, puisque d'après lui, ce trouble est le résultat d'un déni de l'enfant par ses parents.
L'autisme s'apparenterait, d'après lui, à la condition de déshumanisation la plus complète qu'il avait lui-même vécue au camp de concentration nazi. Son érudition et ses écrits vont contribuer à cette médiatisation de cette conception erronée, mais très séduisante, car même pour les antipsychiatres qui, eux, ne sont pas psychanalystes, elle permet de croire possible de guérir l'enfant en mettant le soignant et le public, au fond, dans une position de sauveur, de super-héros, de libérateur de cet enfant aliéné par les mauvais parents. La réalité pourtant est tout autre, et ces enfants ne sont pas élevés dans une carence affective extrême et pourvoyeuse de déficiences intellectuelles et de symptômes qui vont ressembler à l'autisme et que l'on connaît, il est vrai, mais dans des cas très précis, dans les pouponnières notamment à l'Est à l'heure actuelle. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que un discours va se développer très idéologique, prenant l'humanisme de la psychanalyse, alors que les biologistes sont eugénistes et nous met à ce moment-là en danger par rapport à ce qui serait une position plutôt nazie ou d'extrême droite. Donc, l'autisme, on revient dessus quand même parce que c'est très important, ce n'est pas la schizophrénie de l'enfant, la schizophrénie précoce. La grande différence, c'est que l'autisme présente, même dans les troubles du spectre autistique, de haut niveau, on retrouve quand même des atypicités au niveau du développement psychomoteur, alors que dans la schizophrénie, il y a au moins 2 années de développement tout à fait normaux, et même plus en fait. Un autre problème soulevé est que la croyance de l'autisme est associée systématiquement à un retard mental, et cette croyance perdure en France. Or, tous les patients n'ont pas de déficience mentale et à l'heure actuelle, les troubles du spectre autistique de haut niveau et le syndrome d'Asperger en sont les témoins. Et aussi les victimes puisqu'ils sont peu ou pas diagnostiqués. Alors que ce n'est pas simplement un trouble léger, il y a quand même des conséquences à connaître et à éviter au maximum. Donc par rapport au syndrome d'Asperger, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an après que Kanner ait décrit le syndrome autistique, un pédiatre allemand, Hans Asperger, va écrire un article sur la psychopathie autistique et il va en fait décrire des enfants qui ressemblent à l'autisme, mais à ceci près que ces enfants ont de très bonnes compétences intellectuelles et un excellent langage. Il note cependant un défaut de communication et ce que l'on voit là, c'est Temple Grandin qui a un syndrome d'Asperger et qui est une universitaire hautement reconnue aux États-Unis et elle est en fait spécialisée dans la race bovine américaine. Donc un intérêt spécifique avec des connaissances très importantes dans le domaine. C'est Lorna Wing en 1980 qui est une psychiatre spécialiste dans l'autisme et qui a un enfant autiste, qui va reprendre ses recherches dans Asperger, cette observation, et qui va mettre en évidence au fond que l'autisme n'est pas associé systématiquement avec un retard mental. L'histoire de ce trouble, comme vous le voyez, la polémique qu'il entraîne encore de nos jours, avec parfois même de la virulence et beaucoup de mauvaise foi, nous met en garde sur les idéologies qui peuvent sous-tendre les différents mouvements en psychopathologie et donc dans d'autres domaines pathologiques, et ces idéaux qui peuvent faire appel à l'histoire, à des idéaux politiques, mais aussi à notre culture, notamment de super-héros.
Face au patient, il faut donc toujours revenir à la source. L'observation clinique est le plus important et il ne faut pas vouloir expliquer les troubles par l'histoire de l'individu. Trop nombreux sont les patients que je vois pour qui la conclusion est homoparentalité, divorce, angoisse, immaturité affective, trop couvé par ses parents, climat incestueux. L'anamnèse que l'on va faire va permettre de connaître le développement psychomoteur et les atypicités qui sont à rechercher systématiquement lors d'un trouble du spectre autistique. L'histoire personnelle du patient et de sa famille va aussi bien sûr avoir une grande valeur pour la prise en charge, les mesures éducatives notamment, mais non pas pour le diagnostic. Il faut vraiment lutter contre nos préjugés, rester humble, se remettre aussi en question, notamment dans les demandes faites par les parents. Ils sont beaucoup plus informés à l'heure actuelle et quand ils proposent une hypothèse, il est important d'aller l'explorer et aussi donc d'écouter ce qu'ils nous disent et non pas simplement de se fier à notre observation unique au cabinet avec nos compétences d'interaction qui peuvent être excellentes et notamment dans nos compétences interactives quand elles impliquent un travail en psychothérapie ou orthophonique par exemple pour les orthophonistes. Donc la psychopathologie n'est pas une histoire de croyance et il faut se référer aux résultats connus et aux preuves. C'est là ce mouvement d'evidence-based medicine qui est beaucoup critiqué à l'heure actuelle en France, avec cette peur que ce soit l'ordinateur qui diagnostique, alors que cette tentative erronée a été faite il y a de nombreuses années et on a bien vu que ce n'était pas possible, qu'il y avait besoin du relationnel avec le patient, de l'interprétation le moins possible, mais aussi au final qui doit exister. Et cette evidence-based medicine nous montre quand même l'importance d'être pragmatique face à un patient, puisque psychologues et psychiatres, nous sommes là surtout pour servir le patient et sa famille, pour mieux le servir dans son quotidien, pour qu'il puisse mieux vivre, et aussi l'informer. S'informer, soit aussi rester au courant des informations nouvelles que l'on découvre, puisque nous avons fait un bond énorme ces 50 dernières années. Enfin donc, pour aller plus loin, je vous ai mis l'article de Kanner qui me semble important. Il faut toujours revenir aux sources. Et une présentation sur les limites de la psychologie par Franck Ramus qui me semble très pertinente. Je vous propose de lire et de visionner et de décider de vous inscrire à un des deux groupes forums que je viens d'ouvrir. En fonction des heures d'arrivée, la moitié des étudiants fera un résumé sur l'un des deux documents sources et vous m'enverrez en format .doc ce résumé des points. Pour la prochaine fois, je parlerai des classifications internationales en faisant aussi l'historique et je vous remercie.